Payer 0,5% d'impôt à Bali, ça fait rêver, tu trouves pas? En plus de profiter des plages paradisiaques et d'une vie incroyable. Mais ce que personne ne te dit, c'est que derrière ce chiffre magique se cachent des pièges si tu es mal préparé. Je m'appelle Maël, ça fait 3 ans que je suis expatrié à Bali et j'ai investi des milliers d'euros et passé des centaines d'heures pour démystifier les lois indonésiennes, comprendre la fiscalité et surtout l'optimiser de manière 100% légale. J'ai aussi accompagné plus d'une dizaine de personnes à réaliser leurs rêves, à s'installer à Bali. Dans cette vidéo, on va voir les secrets des impôts à Bali en plusieurs parties. Donc d'abord, pourquoi Bali attire autant les entrepreneurs, la différence entre non-résident et résident fiscal, le régime à 0,5% d'impôt, les dividendes et les autres impôts clés que tu peux avoir à Bali. Comment devenir résident fiscal indonésien? Qui va te taxer entre la France et Bali? Et enfin, mon plan d'action anti-grosses erreurs. Pourquoi Bali est devenu un QG d'entrepreneurs? La première raison, c'est bien entendu la vie de rêve. Tu peux avoir une villa avec piscine pour le prix d'un 2 pièces à Paris. Tu as accès à des plages, à des rizières. C'est un des grands avantages de Bali et c'est ce qui fait que cette île est unique. C'est que tu peux avoir accès aux plages de sable blanc, aux plages de sable noir, aux rizières, aux montagnes, aux volcans, tu peux faire du surf, de la plongée, bref, tu as accès à tout sur une même île. La deuxième raison, c'est bien entendu les impôts. On va y revenir tout à l'heure, mais avec une bonne optimisation, tu peux, en termes de dividendes, donc payer soit 0 ou soit 10%. On va y revenir tout à l'heure dans la vidéo. Mais le problème, c'est que 90% des expats qui arrivent ici ont une idée totalement faussée de la fiscalité, font des erreurs et ça peut leur coûter plusieurs milliers d'euros. Alors, comment démêler le vrai du faux? La première étape, c'est de comprendre ton statut. Est-ce que tu es non-résident ou est-ce que tu es résident fiscal indonésien? Puisque tu verras, la réponse change tout et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans la réglementation indonésienne, le statut fiscal est très important et c'est la question fondamentale. C'est si tu es non-résident ou résident. Si tu es non-résident fiscal indonésien, l'Indonésie va seulement te taxer sur les revenus qui seront générés sur le territoire indonésien. Et c'est là où est l'énorme différence si tu es résident fiscal indonésien. Puisque si tu es résident fiscal à Bali, tu vas payer tes taxes sur tes revenus mondiaux. J'entends des personnes qui pensent qu'à Bali, il y a des taxes territoriales, un peu comme ce qu'il y a au Panama ou à Hong Kong. Non, c'est faux. Que ton entreprise soit à Bali, en France, aux US, où tu veux, Hong Kong, du moment où tu es résident fiscal indonésien, tu dois payer des taxes sur tes revenus mondiaux. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils sont non-résidents alors que sans le savoir, ils ont basculé résident fiscal indonésien. Et ce flou sur ton statut, c'est la première porte d'entrée aux ennuis. D'ailleurs, si tu souhaites avoir un audit fiscal gratuit de ta situation, il y a un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. Maintenant que tu as compris les différents statuts à Bali, imagine un régime où tu peux payer seulement 0,5% d'impôt sur ton chiffre d'affaires. C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Puisque oui, ça existe, mais malheureusement, il est souvent mal compris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Indonésie, il y a un régime qui s'appelle le régime UMKM. C'est ce qu'ils appellent aussi le régime des petites et moyennes entreprises. Ce qu'explique ce régime, c'est que du moment où tu as une entreprise et que tu fais moins de 280 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas payer seulement 0,5% d'impôt sur ton chiffre d'affaires les 3 premières années. Alors, j'ai converti les roupies indonésiens en euros. Le chiffre exact, c'est 4,8 milliards. Donc, tout dépend du taux de conversion. Parfois, c'est 270 000, parfois 290 000. On va prendre l'entre-deux, donc 280 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je t'ai donné un petit exemple. Si par exemple, tu fais 150 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas seulement payer 750 euros d'impôts sur les sociétés. Alors, du moment où tu as payé ces impôts, est-ce que tout s'arrête? Non, c'est comme en France, tu as d'autres impôts qui interviennent derrière, mais tu verras, ils sont très avantageux. Tu as ensuite les impôts sur les dividendes, qui sont aussi très avantageuses en Indonésie. C'est pour ça que je t'ai mis ce petit tableau du gouvernement indonésien qui explique que tes dividendes, si tu es résident fiscal, c'est 0% ou 10%. 0%, c'est dans le cas où tu réinvestis sur le territoire indonésien. Je pense que tu dois le savoir, l'immobilier fonctionne très bien à Bali. Tu es dans des rendements entre 12 et 14%. Donc, c'est-à-dire que si tu réinvestis tes dividendes dans de l'immobilier à Bali, tu ne seras pas taxé. Et sinon, si tu le veux dans ta poche, ça sera 10%. Donc, si on compare par rapport à la France, qui est de 30%, c'est un gap qui est très important.
Et c'est pour ça que je t'ai fait ce petit tableau comparatif pour voir la différence entre l'Indonésie et la France. Donc l'impôt sur les sociétés en Indonésie, tes 3 premières années, 0,5%. En France, 25%. Alors je sais, l'IS, c'est 15 ou 25%. J'ai pris l'exemple des 150 000 euros, donc tu es au-dessus des 45 000 euros, c'est pour ça que j'ai mis les 25%. Ensuite, les dividendes en Indonésie, 10% et en France, 30%. Donc sur un chiffre d'affaires de 150 000 euros, ce qui va te rester dans la poche à Bali, c'est 134 325 euros. En France, c'est 78 750 euros. Donc tu vois, ça fait plus de 55 000 euros de différence chaque année. L'avantage aussi de vivre à Bali, c'est qu'il n'y a pas de double imposition. Depuis 1979, il y a une convention fiscale qui a été signée entre la France et l'Indonésie qui évite la double imposition. C'est-à-dire que si tu payes tes impôts en Indonésie, tu n'es pas censé les payer en France. Maintenant qu'on a vu ce régime UMKM à 0,5% d'impôt et les autres impôts qui peuvent s'additionner, la question brûlante, c'est comment devenir résident fiscal indonésien aux yeux de l'administration. Puisqu'il y a une loi en Indonésie qui explique que du moment où tu passes plus de 183 jours sur le territoire indonésien, tu es automatiquement résident fiscal indonésien. Cependant, pour tout prouver au niveau de l'administration française et aussi du fisc indonésien, c'est un peu plus compliqué. La première chose, c'est le visa. Il faut que tu aies un visa, ce que j'appelle des visas d'expatriés, c'est-à-dire des visas long terme. Si tu as un visa C1, tu ne peux pas basculer résident fiscal indonésien. Déjà parce que c'est pas légal. Normalement, le visa C1, c'est 180 jours maximum. Donc, il te faut un KITAS. Par exemple, KITAS Investor, KITAS Employee ou KITAS E33G. La deuxième chose, c'est d'avoir tes centres d'intérêt vitaux à Bali, comme par exemple ton logement principal, tes bureaux, ton compte en banque. Et il faut aussi que tu aies des preuves concrètes de ta vie à Bali. Donc un contrat de logement, des factures, ça peut être des factures d'électricité, des factures de téléphone, ça peut aussi être toutes tes dépenses. En règle générale, les personnes qui vivent à Bali vont souvent au restaurant ou bien commandent sur Gojek, donc qui est un peu le Uber en Indonésie. Donc tout ça, c'est des preuves que tu vas rassembler et qui va prouver que ton foyer principal est en Indonésie et qui va pouvoir justifier que ta résidence fiscale doit être en Indonésie. Mais même en étant résident fiscal indonésien, il y a un piège ultime, je pense que tu l'as vu venir, c'est l'administration française. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi que tu fasses tout dans l'ordre au niveau de l'administration française. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cette convention fiscale qui te protège en tant que résident fiscal indonésien, mais si et seulement si tu as tout fait au niveau français. Et les erreurs que je vois trop souvent chez les expatriés, c'est qu'ils gardent trop d'attaches en France. Par exemple, avoir ta carte de sécurité sociale. Si tu es expatrié, que tu vis plus de 183 jours sur le territoire indonésien, ta carte de sécu ne te sert plus à rien. Dans tous les cas, il va te falloir une assurance santé internationale. L'autre chose, c'est d'avoir son foyer principal en France. Si tu as fait de l'investissement immobilier, tu peux avoir un bien en investissement, ça, il n'y a aucun souci. Tu ne vas pas être requalifié. Mais par contre, tu ne dois plus avoir d'adresse principale en France. Du moment où tu as une adresse principale en France, tu es automatiquement requalifié en tant que résident fiscal français. La troisième erreur, c'est de garder toujours des contrats avec des fournisseurs en France. Donc, ça peut être ton téléphone, ton électricité, ton gaz, tout ça, il faut les couper. Et ensuite, garder un compte en banque en France. Alors là, c'est seulement si tu n'as pas la nécessité d'avoir un compte bancaire français. Puisque tu vis à Bali, donc avoir un compte chez Crédit Mutuel ou Banque Populaire, ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, tu vas te faire exploser par le taux de conversion. Le seul cas de figure où tu peux garder un compte en France, par exemple, moi j'en ai gardé un étant donné que j'ai acheté un appartement en France avant de m'expatrier à Bali. J'ai mis un locataire dedans, donc j'ai un prêt sur plusieurs années. Mais s'ils contrôlent ce compte, ils vont remarquer que les seules entrées d'argent, c'est le loyer que je reçois de mon locataire et ma seule sortie d'argent, c'est pour payer mon prêt. Alors, comment rompre les liens fiscaux avec la France et t'assurer de ne pas être requalifié par l'administration française? Je t'ai préparé un plan en 5 étapes pour être 100% serein. La première chose, c'est avoir ton visa long terme. Donc, je le répète, un KITAS, que ce soit employé, Investor ou E33G. Bien entendu, le KITAS qui correspond à ta situation. La deuxième chose, c'est d'avoir la bonne structure. Si tu ne veux plus être résident fiscal français, ne garde pas ton entreprise en France
et ton compte professionnel en France. Sinon, tu vas être requalifié en tant que résident fiscal français. Tu ne peux pas avoir une entreprise en France et ne pas payer de taxes en France. La troisième chose, c'est d'avoir des preuves concrètes. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, facture d'électricité, ton logement principal, ça peut être des abonnements à la salle, ça peut être ton assurance santé, bref, le plus de preuves concrètes. Et enfin, la dernière chose, c'est faire toutes les ruptures avec la France. Donc ta carte de sécurité sociale, ton logement principal, tes factures de téléphone, tes factures d'électricité, de gaz, de salle de sport, bref, il faut vraiment que tu coupes tous les liens avec la France pour vraiment prouver que tu n'as plus aucun centre d'intérêt en France et que ta vie est dorénavant à Bali. D'ailleurs, si tu souhaites t'expatrier à Bali, je t'offre un audit. Pour ça, tu as un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.